Alors, Franz-Olivier Gisbert du Nouvel Observateur. Je vais me faire l'avocat du diable, monsieur l'évêque, c'est-à-dire de Pierre Elliott Trudeau. Mais si le Québec devenait indépendant, est-ce que ça ne jetterait pas encore davantage tout le Canada dans le giron américain? Écoutez, j'y ai répondu un peu tout à l'heure. Moi, je ne le crois pas. Enfin, j'accepte. Plus on est fort, plus on est grand, mieux on résiste, c'est bien connu. Je veux dire, oui. C'est pour ça que des gens veulent faire l'Europe. Il y a également un livre avec une théorie qui a fait le tour du monde qui dit « Small is beautiful », n'est-ce pas? Que les petites entités, et le monde est parsemé de preuves, que les petites entités, à condition d'être compactes et homogènes, ont beaucoup plus de chance. Les petites entités deviennent facilement des satellites, vous le savez bien. Oh, écoutez, si vous parlez de satellisation, je pense que le cas de satellisation, surtout économique, essentiellement économique, le plus avancé, non seulement dans le monde occidental, mais dans le monde tout court, ce cas de satellisation excessive, c'est le Canada lui-même. Et à ce point de vue-là, moi je crois, là je parle sur le plan québécois seulement, je crois que le Québec, avec son organisation sociale, avec ses fondements économiques, avec sa position géopolitique, serait capable, sans faire de l'anti-américanisme, serait capable de se défendre autrement mieux que le Canada dans son ensemble, cette espèce de long ver solitaire là, étiré sur 5000 km de l'Atlantique au Pacifique, juste au nord des États-Unis. Vous savez que les lignes normales du continent, enfin ce qu'on peut appeler les lignes normales au sens géographique, au sens même des échanges les plus naturels, sont des lignes nord-sud. Le Canada a été quand même fabriqué politiquement par des fabricants de chemins de fer, par une espèce d'inquiétude impériale du 19e siècle face à l'expansionnisme américain tel qu'on le voyait à ce moment-là, mais ça a toujours été une construction, le moins qu'on puisse dire, quelque peu artificielle, un peu forcée, quoi. J'ai rien contre, et je maintiens quand même que, après 110 ans, et même un peu davantage, puisque il y a 110 ans, on a créé un système fédéral, mais il y avait quelque chose avant, il y avait des colonies qui s'étaient enracinées, que dans plusieurs coins du pays, ce qu'on appelle en anglais le staying power, si vous voulez, le ciment traditionnel, qui est dans le domaine juridique, qui est dans le domaine des institutions politiques, qui est dans le domaine d'une série de souvenirs partagés, suffirait pour que le Canada puisse continuer, surtout que le Québec, s'il opte pour ce que nous allons proposer, proposera en même temps une nouvelle forme d'association au Canada, une association qui est quelque peu inspirée d'ailleurs de ce qui s'est passé en Europe, de ce qu'on, analogiquement par exemple, de ce qui s'est développé sous la forme du Conseil nordique dans le monde scandinave, c'est-à-dire de libres échanges, le maintien des marchés qui sont essentiels quand on a seulement 23 millions d'habitants au nord des États-Unis. Enfin, un ensemble de choses qu'on peut garder en commun, une sorte de continuité, mais qui permettent une fois pour toutes au Québec de dire c'est d'égal à égal que nous parlons parce qu'il y a une dualité ici. Il y a deux entités, il y a deux peuples, et il n'y a pas de raison qu'il y en a un qui, jusqu'à un certain point, puisse marcher sur la tête de l'autre. Mais vous qui voulez l'indépendance, est-ce que vous comprenez la démarche européenne? Enfin, si vous étiez français, par exemple, est-ce que vous seriez anti-supranational ou pro-européen? Écoutez, je pense que je vais reprendre la formule qui a servi admirablement depuis 2 ou 3 ans, non-ingérence, non-indifférence. Tout ce qui se passe en Europe nous intéresse puissamment, mais c'est vraiment pas nos affaires. Sauf que, si vous me permettez, comme observateur lointain, de dire ce que j'en pense un tout petit peu, c'est que moi, j'ai l'impression que à partir du moment où on s'en va élire un Parlement général pour 9 pays, avec la légitimité que confère une élection, et que ce Parlement, on prétend le priver des pouvoirs essentiels des parlements normaux, on se prépare de drôles de lendemain. Enfin, ça, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Alors, Thierry Pfister du Monde. Monsieur le Premier ministre, vous vous définissez ou vous vous laissez définir comme un social-démocrate. Et parfois, à travers l'autonomie du Québec, il me semble que vous cherchez à vendre, je serais presque tenté de dire à la sauvette, au continent nord-américain, une forme de socialisme. Et pourtant, dans le même temps, vous préconisez un Canada évoluant vers une sorte de marché commun. Est-ce que ce n'est pas contradictoire comme démarche? Non, je vois rien de contradictoire. Écoutez, ce qu'on a, l'étiquette social-démocrate, elle nous a été plaquée. Moi, je veux bien l'accepter, à condition qu'on puisse l'interpréter. Il n'y a pas de modèle absolu, puis personne ne doit singer personne d'autre. Mais je veux bien l'accepter telle que nous l'entendons. Elle correspond d'ailleurs en bonne partie à quelque chose d'équivalent, ou enfin d'analogue, qui existe déjà au Canada anglais, qui s'appelle le NPD actuellement, qui a eu des racines lointaines, ça veut dire Nouveau Parti démocratique, qui est le gouvernement dans, en ce moment, une province, qui est également un 3e parti assez important au Parlement fédéral, et qui a cette même
si vous voulez, cette même perspective d'évolution sociale et économique que nous, sur bien des points. Donc, il y a des choses en commun, là. Il y a également une évolution dans certains États américains. Enfin, on ne prétend pas qu'on va imposer au continent nord-américain, à partir du Québec, tout petit dans son coin, des évolutions grandioses. Mais il reste quand même que, tel que nous définissons cette social-démocratie, en anglais ils disent moderate socialism, du socialisme modéré, ça n'a rien de contradictoire avec au moins un bon nombre des grands courants qui parcourent aussi notre continent. Jacques Duquesne, du Point. Oui, Monsieur le Premier ministre, si le Québec devenait indépendant, ou plutôt souverain, comme vous le dites, quel type de régime constitutionnel devrait-il adopter, à votre avis? Ah ben, écoutez, le régime constitutionnel, nous, dans un programme de notre parti, puis vous savez, on est quand même un des partis les plus qui vit ou qui essaye de vivre, parce que c'est toujours un idéal, la démocratie interne le plus intensément, c'est voté d'année en année, maintenant c'est de 2 ans en 2 ans, depuis quelques 3 ou 4 ans, c'est voté jusqu'à la dernière virgule, là, avec cette espèce de préoccupation des nuances et de la précision que nous avons probablement trouvé dans notre héritage français. Et dans ce programme, il y a comme prévision de l'avenir, mais c'est pas coulé dans le ciment, un système présidentiel qui serait probablement plus proche du système présidentiel classique que l'adaptation que vous en avez faite, ce qui n'est pas une critique, ce qui est simplement que ça nous paraîtrait plus logique pour nous. Mais il n'y a rien qui exclut qu'à la réflexion, on garde quand même un système parlementaire de type britannique qui nous a servi depuis longtemps, à condition de le contrôler nous-mêmes. Et puis, forcément, on serait quelque chose comme une république francophone, démocratique, en Amérique du Nord, c'est tout. Olivier Todd de l'Express. Tiens, bonjour, M. Todd. Bonjour, M. l'évêque. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous poser une question concernant la défense d'un Québec indépendant, ou séparé, comme vous dites ces jours-ci. Le programme du Parti québécois, en 1969, déclarait, là je cite, « Il semblerait fort indiqué que le Québec se retirera d'alliances militaires comme NORAD et l'OTAN », NORAD étant l'organisation couvrant le continent nord-américain. Alors 6 ans après, toujours ce même parti disait qu'il prônait le retrait d'alliances militaires, de l'OTAN en particulier. Alors, il y a quelques jours à Washington, vous avez déclaré que vous faisiez partie du monde occidental et vous précisiez « Cela comprend la sécurité, qu'il s'agisse de l'OTAN ou de NORAD ». Alors au minimum, il y a une évolution dans votre pensée sur ce plan et j'aimerais que vous précisiez ces points. Oui, ben écoutez, vous me permettrez de reprendre l'adjectif que vous avez employé au début. Vous dites un Québec souverain ou séparé, comme vous dites depuis quelque temps. C'est pas moi qui le dis, ni nous, de notre côté, ce sont nos adversaires, parce qu'ils aiment beaucoup les mots négatifs. Nous, on croit qu'avec la continuité qu'on offre sur certains plans et sous le thème de l'association, c'est pas une séparation, au sens, en tout cas, de mur de Berlin ou d'abîme entre les deux, mais enfin, ça, c'est un détail. Pour ce qui est de la défense, oui, c'est vrai qu'au début, vers 69, et je pense que c'est un peu vrai, j'ai lu, tout le monde la connaît un peu, je pense bien, l'évolution américaine. Ils avaient commencé par dire « no foreign entanglements », là, pas de complications avec l'étranger au moment de leur émancipation, parce qu'il y a cette espèce de, si vous voulez, de début instinctif dans tout parti de libération au sens d'émancipation politique, là, qui dit « bon, on veut sortir des emmerdements que nous ont causés les éléments de dépendance dont on sort. Alors, on est porté à aller vers l'absolu. » Oui, Monsieur le Premier ministre, vous dites vous-même que vous êtes un petit pays. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réclamé à Washington une armée québécoise, est-ce que stratégiquement c'est sérieux? Et deuxièmement, est-ce que vous allez introduire la conscription? Stratégiquement, c'est sérieux. Je comprends que c'est sérieux, parce que la question qu'on se fait poser constamment par nos amis, en particulier américains, quand ils regardent, je me souviens d'un article qui est apparu tout récemment dans le New York Times, qui commençait un peu dans le sens du Dr. Strangelove, là, vous savez, le fameux film là, catastrophique, apocalyptique. Alors, le gars s'imaginait arrivant en satellite au-dessus de l'Amérique du Nord, arrivant, vous imaginez de quelle direction, parce qu'on sait ce qui est de l'autre bord du pôle, et examinant cette énorme étendue, parce que c'est un petit pays avec une énorme superficie, cette énorme étendue blanche, en ce moment c'est terriblement vrai, c'est blanc, et se demandant, est-ce qu'il y a un trou là? Il n'y aurait pas de trou. Alors stratégiquement, c'est important que le Québec, je pense, stratégiquement, puis au strict point de vue de la démocratie, parce que est imparfaite partout, mais il reste que dans un monde où la démocratie est un peu une peau de chagrin en ce moment, c'est-à-dire que
On ne peut pas dire que son aire d'influence augmente constamment. Nous, on serait une société démocratique nord-américaine, nord-atlantique, alors on ne voit strictement pas de raison de faire de la cubanisation puis de s'extraire de cet ensemble-là auquel nous participons. Maintenant, écoutez, pour ce qui est de l'armée québécoise, la conscription, il n'est pas question de conscription en temps de paix. Dieu sait que les Québécois l'ont connu, la conscription, en dépit de promesses à l'encontre des gouvernements de l'époque, en 14-18 puis en 39-45. Et on ne leur fera jamais avaler aucune conscription en temps de paix, puis même ce serait assez difficile en temps de guerre, à moins que ce soit vraiment pour le salut de la patrie. Et évidemment, on fournira très modestement, à partir d'un budget le plus modeste possible, notre participation à l'effort collectif, c'est tout. Alors, Jean-Pierre Joulin d'Europe 1, et ensuite on marquera une première pause de publicité. Jean-Pierre Joulin. Oui, monsieur l'évêque, je voudrais qu'on revienne au présent et que vous nous éclairiez un peu, parce que le Canada, pour nos auditeurs, est un pays ami, certes, mais un pays lointain. Alors, comment aujourd'hui les Québécois sentent-ils concrètement le poids excessif des anglophones? Écoutez, concrètement, d'abord, concrètement, on sent très bien une chose qui est un héritage de l'histoire, c'est qu'ayant été conquis au moment où on parlait plutôt de nos arpents de neige avec beaucoup d'indifférence dans l'ancienne mère patrie, ayant été, à ce moment-là, possédé, si vous voulez, ben, il en est sorti qu'une minorité qui est très économiquement, à certains points de vue socialement dominante au Québec, qui n'est pas tout à fait un cinquième de la population, occupe la plupart, encore aujourd'hui, la plupart des postes de commande à l'intérieur même de notre société. On sent également, si vous voulez, cette dépendance excessive quand, par exemple, il s'agit d'avoir des relations avec l'étranger. Dans un monde qui a besoin de dialogue, surtout de gens qui se comprennent, il ne faut pas littéralement demander la permission chaque fois qu'on veut avoir des relations normales avec des gens à travers le monde, y compris même avec la France ou les pays francophones. Enfin, je pense que c'est le secret de Polichinelle. Je pourrais vous ajouter beaucoup d'autres exemples. Par exemple, il a fallu se battre longtemps pour avoir simplement un mot à dire qui, heureusement, commence à augmenter, mais c'est après des générations, simplement dans le choix de nos immigrants, c'est-à-dire ce qui concerne l'équilibre démographique de notre société. Vous savez que le Québec a déjà eu la plus haute natalité. On parlait de notre revanche des berceaux. La plus haute natalité du monde occidental, sûrement. Aujourd'hui, elle est descendue, c'est le pendule un peu, elle est descendue plus bas que la moyenne nord-américaine ou la moyenne canadienne, plus précisément. Dans un contexte comme celui-là, le contrôle de l'immigration est un des pouvoirs d'État absolument essentiels que nous, actuellement, n'avons pas. Nous en avons des petits morceaux, des bribes qu'il faut continuellement tirailler. On n'a pas le contrôle non plus normal pour une société différente sur l'ensemble extraordinairement puissant à notre époque des communications. La radio-télévision, le contenu des émissions, même la décision de donner les permis ou de ne pas les donner. Bon. Alors, je pourrais en ajouter, mais enfin...